Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Aujourd'hui on va faire une première vidéo sur un peu le tableau de bord, les indicateurs que moi je suis pour suivre l'état de mon patrimoine immobilier et puis voilà, pour prendre éventuellement des décisions en fonction de ça. Et donc ce premier indicateur finalement il donne un indice de la qualité de votre patrimoine immobilier. On va voir tout de suite ce que c'est. Alors, un des deux indicateurs que je mets sur mon tableau de bord, on verra le prochain dans une autre vidéo, c'est le taux de vacances locatives de mes biens. C'est quelque chose que je suis année par année et pour moi, ça traduit un peu la qualité du patrimoine. Alors déjà, on va reparler du taux de vacances locatives qu'on prend en compte dans les simulations. Vous savez, quand on va sur des sites comme Rendement Locatif, etc., ben voilà, on met un taux de vacances locatives dans les hypothèses. Donc moi, ce que je fais dans mes hypothèses, souvent, c'est que pour un studio ou un T1, je retiens 1 mois tous les ans comme hypothèse de vacances locatives. Pour un T2, je retiens une hypothèse de 2 mois tous les 3 ans. Et puis pour une maison T4, par exemple, je retiens 2 mois tous les 4 ans. Bon, chacun va retenir finalement ses propres hypothèses. C'est quelque chose qui est propre à chacun. La façon de se caler ces hypothèses, finalement, elle va dépendre de deux choses. D'abord, du caractère plus ou moins conservateur de l'investisseur. Il y a plusieurs variantes. Soit il va vouloir se garder une petite marge de sécurité et donc prendre des hypothèses conservatrices pour n'avoir, entre guillemets, que des bonnes surprises. Soit il va viser d'être conforme à la réalité dans ses hypothèses. Soit il va être consciemment ou inconsciemment un peu trop optimiste. C'est-à-dire que voilà, il va mettre les hypothèses qui lui permettent sur le papier d'atteindre le rendement et le cash flow qu'il attend. Mais peut-être que les hypothèses sur le papier finalement sont un peu optimistes par rapport à ce que va lui montrer la réalité une fois que l'investissement sera lancé. Et le deuxième facteur qui va influer sur cette hypothèse, c'est la réalité du marché de l'investisseur et de la situation de son bien. C'est-à-dire qu'une métropole entraînera moins de vacances locatives qu'un village dans l'Ariège par exemple. De même, dans une même ville, un quartier premium va entraîner peu de vacances locatives, un quartier moins couru, voilà, un appartement moins bien agencé, moins lumineux, va entraîner plus de vacances locatives qu'un appartement qui est entre guillemets parfait. Voilà, donc ça c'était le taux de vacances locatives qu'on prend en compte dans les simulations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder le taux de vacances locatifs a posteriori. Donc en fait, pour ça, pour que ce soit statistiquement significatif, en fait, on peut le faire quand on a plutôt plusieurs années d'expérience derrière nous et plusieurs appartements pour avoir un vrai retour d'expérience. Donc, l'intérêt de calculer son taux de vacances locatives a posteriori, c'est d'une part vérifier si on est optimiste, pessimiste ou conforme dans nos hypothèses dans les simulations et éventuellement corriger ça. Et puis, c'est pour évaluer la qualité du patrimoine qu'on est en train de se constituer. Parce que finalement, voilà, sur ce que j'ai cité, sur ce qui joue sur le taux de vacances locatifs, on peut penser que plus on a un taux de vacances locatifs faible, plus on a un patrimoine de qualité. Alors là, je ne parle pas bien patrimonial par rapport à bien de rendement, etc. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas la peine de parler d'être à Paris pour avoir un bien de qualité. Si vous avez, je vais prendre un exemple, si vous avez un bien en plein centre-ville de Clermont-Ferrand avec un parking en sous-sol sur cour, vous savez le louer sans problème. On n'est pas à Paris, on est à Clermont-Ferrand, mais vous avez constitué un patrimoine de qualité où vous aurez peu de vacances locatives. Donc en fait, faire ça une fois par an, c'est assez intéressant. Donc finalement, moi on voyait que dans mes hypothèses, j'avais pris 30 jours par an pour les T1, 20 jours par an pour les T2 et 15 jours par an pour les T4 comme hypothèse. Et sur les 4 dernières années, si je regarde le taux moyen de vacances locatives que j'ai sur mon parc, on est à 5 jours par an. Donc, je peux conclure deux choses. D'abord que j'étais plutôt conservateur dans mes hypothèses et dans la deuxième chose, que je me suis plutôt constitué un patrimoine de qualité. Certes, qui est plutôt en province, mais c'est quand même un patrimoine de qualité témoigné par ça. Alors, il y a juste un petit écueil sur l'indicateur. Pour moi, il est très intéressant parce qu'il reflète en partie la qualité du parc. Le petit bémol, c'est que si finalement vous avez eu besoin de relâcher vos critères pour trouver des locataires, parce que vous n'arrivez pas à louer, vous allez abaisser votre taux de vacances locatives, mais c'est pas pour ça que votre patrimoine immobilier il aura été de meilleure qualité. C'est plutôt son manque de qualité qui vous a obligé à relâcher vos critères. Donc finalement, il y a
une petite correction appliquée sur le résultat brut que vous trouvez par la simple division de vos jours de vacances locatives sur l'année, c'est si jamais il vous est arrivé dans cette année de prendre un locataire à contre-cœur pour remplir votre bien, si vous avez eu des incidents de paiement, des trucs comme ça. Donc là, il faut quand même essayer de corriger un petit peu l'indicateur. Il y a un schéma d'évolution, moi, que je trouve assez récurrent dans la vie d'un investisseur. Et en fait, il est assez intéressant parce que le parallèle existe entre la bourse et l'immobilier. Le schéma est un peu le même entre les investisseurs sur cette évolution-là. Enfin, moi, c'est en tout cas mon ressenti. J'ai l'impression, finalement, que plus un investisseur évolue, ou vieillit, ça va de pair, plus il va se tourner vers la qualité. Alors, je prends d'abord l'exemple de la bourse. En bourse, au début, il y a de fortes chances que vous essayiez de rechercher les décotes les plus fortes. C'est-à-dire des entreprises dont on pense que les actifs sont bradés dans de fortes proportions, avec de fortes décotes, et qui ont un business qui n'est pas complètement pourri, qui est rentable mais pas exceptionnel. Puis après, finalement, quand on évolue, on s'aperçoit que ce genre de business, s'ils ne sont pas de qualité intrinsèquement supérieure, même s'ils sont rentables à un instant T, celui on achète, ils peuvent être déficitaires en fait à l'instant T plus 1. Et puis on s'aperçoit, quand le business de la boîte se dégrade, que ce qu'on pensait avoir acheté bradé, finalement c'était peut-être pas si bradé que ça. Et au final, parfois on finit avec une moins-value. Plus tard dans sa vie d'investisseur, on préfère un peu dormir sur deux oreilles, c'est-à-dire qu'on vise moins le gros coup, mais on vise des business de qualité supérieure, et puis on essaie de profiter de circonstances pour les acheter à un prix un peu inférieur à leur valeur. Mais un peu inférieur, pas au tiers du prix, quoi. Ça peut être des marchés qui sont pessimistes, des problèmes temporaires dans l'entreprise, des choses comme ça, quand je parle de circonstances pour les acheter. Alors, c'est un peu l'évolution qu'a eu Warren Buffett dans sa carrière. C'est également celle que confesse le gérant espagnol dont je parlais dans un précédent article du blog, Francisco Garcia Parames, qui a eu des performances assez exceptionnelles dans les années 2000, comme il le relate dans son livre dont je parlais dans cet article. Et puis, c'est également un peu l'évolution que peut confesser votre serviteur en bourse. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça sur la bourse, je fais le parallèle avec l'immobilier. En immobilier, un jeune investisseur, il va souvent chercher les rendements les plus élevés. C'est souvent son critère numéro 1. Moi, sur le groupe du livre L'investissement immobilier locatif intelligent, qui est réservé aux lecteurs, j'en vois d'ailleurs certains qui affirment sur le groupe, souvent c'est quand ils répondent à une question, c'est-à-dire qu'il y a un autre investisseur qui leur présente une étude de cas, par exemple, dans telle ville, avec un rendement à 8% brut. Et alors leur réponse de facto, souvent à laquelle je réagis un peu, c'est en dessous de 10% brut, moi de toute façon, je ne regarde pas. Mais bon, quand ils disent ça, peut-être que dans leur simulation, quand ils vont sur ce genre de bien, ils sous-estiment la vacance locative, la difficulté des travaux prévus, ils surestiment peut-être la qualité des locataires qu'ils vont trouver dans leur quartier, ou ils oublient qu'un quartier identique, par exemple, en général, les locataires qui aspirent à un immeuble de rapport, ils sont d'une qualité légèrement inférieure à ceux qui aspirent à un appartement en copropriété, par exemple. Les investisseurs les plus expérimentés, en revanche, alors quand je dis les plus expérimentés, c'est ceux qui font de l'investissement immobilier version gestion de patrimoine, à titre non professionnel. J'exclus ceux, par exemple, qui entreprennent une démarche de marchand de biens dans ma démonstration. Eux, en fait, ces investisseurs plus expérimentés, ils vont chercher à se tourner vers plus de qualité. C'est-à-dire qu'ils vont être prêts à concéder 2 points de rendement pour la qualité et pour la tranquillité de locataires solvables, de peu de vacances locatives, finalement pour dormir sur leurs 2 oreilles. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher l'énorme décote, ils vont chercher l'occasion d'acheter un bien de qualité, ils vont essayer de l'acheter en dessous de son prix de marché, mais en dessous de son prix de marché dans des proportions raisonnables. C'est-à-dire que ça ne va pas être du 30 ou 40% de décote. Et puis ils vont essayer de profiter de circonstances favorables pour ça. Un vendeur pressé, un vendeur qui ne connaît pas son marché, s'ils sont au courant de la vente par leurs propres moyens, en squeezant les intermédiaires, ils vont y arriver éventuellement sur une résidence bien construite en fin de période de défiscalisation, toutes ces petites techniques-là. Bon, je trouve que le parallèle entre l'évolution qu'on trouve chez beaucoup d'investisseurs sur l'immobilier et la bourse est intéressante. Je voulais aussi le dire dans cette vidéo parce que quand on est un jeune investisseur qu'on commence, on n'a peut-être pas encore ça en tête et c'est intéressant de l'entendre. Et puis moi je trouve en conclusion qu'il y a quand même une logique sous-jacente à cette évolution. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a moins d'argent, on espère aller vite et on est tenté, même si on ne se l'avoue pas, de viser le gros coup. Finalement la sagesse et la maturité d'un investisseur aidant,
et souvent, quelques déconvenus, il faut bien le dire, apportés par des expériences de jeunesse. Voilà, ça nous fait en quelque sorte un peu changer notre fusil d'épaule, et ça fait qu'on en vient à placer la qualité comme critère numéro 1, plutôt que la forte décote en bourse ou le pur rendement en immobilier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent, qui est toujours premier de la catégorie immobilier sur Amazon, et qui désormais fait référence sur ce sujet-là. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sa suite, le petit dernier, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur le blog ou sur la chaîne.